pour ce soir, on va parler pendant 1 heure ou 2 d'actu, mais plus précisément de 3 sujets en particulier. Le premier sujet, pour celles qui l'ont pas vu sur Instagram, c'était des articles dans différents médias à propos de la guerre. En fait, chaque semaine, il y a bien un général qui vient dire qu'il faut la guerre, qu'il faut augmenter nos budgets d'armée, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment super inquiétant et il y a vraiment une rhétorique de guerre, un narratif de guerre qui s'installe en Flandre. Et du coup, on va regarder un peu ces articles en question. Mais du coup, il y a aussi 2 articles intéressants de De Wereldmorgen qui reviennent sur ces narratifs de guerre et qui reviennent aussi sur les chiffres en disant, en fait, est-ce qu'il y a besoin de plus de financement? Pas vraiment. Et donc, c'est intéressant d'analyser ça plus en détail parce que c'est une rhétorique qui a lieu en Flandre chaque semaine. Chaque semaine, il y a un article d'un général qui dit qu'il faut plus de financement, qu'il faut la guerre, que l'Europe n'est pas prête pour la guerre, que la Belgique n'est pas prête pour la guerre et tout ça. Et donc vraiment, ça c'est assez flagrant, que ce soit dans De Morgen, dans la VRT ou d'autres médias. Vraiment, ce narratif de « on va bientôt être en guerre », c'est inquiétant, c'est constamment. Il y avait même un article que j'avais vu récemment qui parlait de... On a rencontré un survivaliste qui a créé son propre bunker dans son jardin et ils ont analysé, expliqué aux gens comment créer un bunker dans son propre jardin, mais vraiment, c'est une aberration. C'est une aberration. Voilà, il y a un article intéressant de Mo et les 2 articles de Wereldmorgen. Ensuite, on va lire un article de Kif Kif, qui est une organisation antiraciste. Et cet article, ça va parler de l'histoire de l'antiracisme en Belgique. Et en fait, ça parle de plein d'organisations autogérées qui existaient en Belgique et qui luttaient contre le racisme depuis des années, mais qui ont totalement été invisibilisées par des plus gros mouvements et surtout par des mouvements qui sont plutôt aisés ou soit de personnes blanches et des trucs comme ça qui ont invisibilisé la lutte des pionniers, comme ils disent, de l'antiracisme dans cet article. Super intéressant article et c'est bien de faire des rappels d'où vient la lutte et que c'est pas une nouvelle lutte d'antiracisme et que c'est pas parce qu'il y a parfois des réponses aussi aux questions qu'on se pose aujourd'hui qui sont à trouver chez des gens qui militent contre le racisme depuis des années et qui existent encore et qui en parlent encore. Donc super cool. Et puis pour finir, la revue de presse, on va lire 3 articles de Apache, donc Apache le médium indépendant d'investigation flamand. Et on va lire ces 3 articles à propos d'un livre qui a été censuré par DPG Media. DPG Media qui est la plus grande entreprise de libraires et de médias en Flandre et en Hollande. DPG Media, ça détient De Morgen, Het Laatste Nieuwsblad, donc les 2 journaux les plus lus en Flandre. Et ça détient aussi VTM et plein d'autres trucs. Donc vraiment une grosse entreprise, une multinationale presque... mais multinationale, oui, clairement, parce qu'ils ont des parts en Hollande et au Danemark. Donc une énorme entreprise qui a censuré donc un livre qui était critique envers le patron de cette entreprise. Comme je disais, en Flandre, que ce soit dans les médias privés ou sur le service public, il y a de plus en plus et presque chaque semaine la rhétorique comme quoi il y aura bientôt une guerre. Comme quoi, que ce soit le Poutine en Russie, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, il y a vraiment toute une rhétorique de la Belgique doit se préparer à la guerre, à l'éventualité d'une guerre, et en fait la Belgique n'est pas du tout prête parce qu'il n'y a pas assez de financement. Ça, c'est toute la rhétorique qu'il y a constamment en Flandre. Ici, on le voit avec cet exemple-ci de cet article de De Morgen. Bonsoir. Cet article de De Morgen où ils vont carrément dire la volonté de mourir est une grande importance. Ça, c'est un colonel belge qui dit ça. Et chaque semaine, c'est ça. Vraiment, c'est hyper inquiétant. Et du coup, on va lire les 2 articles de De Wereldmorgen sur le sujet parce qu'ils viennent un peu dédramatiser d'une part et expliquer que c'est faux, que la Belgique ne pourrait pas subvenir à une guerre ou quoi que ce soit et que l'OTAN n'a pas besoin de plus de financement. Et voilà, on va lire ça tout de suite. Il est temps de nous préparer mentalement à la guerre. C'est ce qu'a déclaré Mark Rutte, donc le nouveau secrétaire général de l'OTAN, donc dans son premier discours où il a déclaré « Il est temps de nous préparer mentalement à la guerre ». Mark Rutte, c'est quelqu'un des Pays-Bas qui était aussi ancien premier ministre des Pays-Bas pendant une dizaine d'années et qui est, disons, du parti libéral, mais un parti libéral qui s'est droitisé au fil du temps de plus en plus et qui flirte de plus en plus avec les idées d'extrême droite. Donc c'est pas étonnant de le voir maintenant à la tête de l'OTAN et avoir un tel discours, quoi. Bref, donc la fièvre de la guerre augmente de manière palpable. L'Europe est-elle prête à une guerre avec la Russie? Titrait De Morgen le week-end dernier. Donc ça, c'est l'article ici dont je vous parlais. La volonté de mourir est de grande importance. C'est une citation qui vient de l'ancien colonel Roger Howson, un auteur du livre Pas de paix sans armes. Les grands généraux de l'histoire, que ce soit Alexandre le Grand, Hannibal, Napoléon, écrit-il dans ce livre, étaient tous passés maîtres dans l'art de faire s'élever les soldats au-dessus d'eux-mêmes. À lire, envoyer donc les soldats à la mort.
Howson n'est pas le seul, et l'article de De Morgan ne fait pas exception. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un général ou un officier ne plaide dans les journaux ou les studios de télévision en faveur d'investissements supplémentaires pour l'armée. Il n'est pas surprenant que les soldats souhaitent davantage d'investissements dans l'industrie militaire, mais il est pour le moins remarquable que leur voix soit entendue beaucoup plus souvent que, par exemple, le personnel de santé qui plaide pour davantage d'investissements dans leurs soins de santé. Nous nous préparons à la guerre. Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'a dit littéralement dans son discours. Il est temps que nous nous préparons mentalement à la guerre. Si la Belgique devait augmenter son budget militaire à 2% du produit PIB d'intérieur brut, le PIB, comme le prévoit l'OTAN, cela nous coûterait, comme l'a calculé l'économiste Gert Peermans, 5 milliards d'euros supplémentaires, soit 1 000 euros par foyer. Partout en Europe, les plans climatiques sont édulcorés et les dépenses sociales sont réduites afin d'investir davantage dans l'industrie de la guerre. Au Danemark, on sacrifie même un jour de vacances pour cela. Pendant ce temps, dans les coulisses, on parle déjà de 3% du PIB qui devrait être consacré à l'armée, et ce qui est vraiment gigantesque, mais on va le voir. Au centre de ce discours se trouve la Russie et la figure de Vladimir Poutine qui inspire la peur. Toutefois, les dépenses militaires de la Russie sont par plusieurs fois inférieures à celles de l'OTAN. Ici, on voit sur ce graphique que l'OTAN, avec ses 1260 milliards d'euros total investis dans l'armée, et la Russie avec ses 84 milliards, vraiment, il n'y a pas besoin de plus d'investissement, quoi. La naïveté est bien sûr mauvaise conseillère, mais la peur aussi. Cultiver la peur de Poutine empêche une analyse rationnelle de la situation et le refus de faire tout avoir avec une confusion entre deux formes de compréhension. La compréhension de et la compréhension pour. Il est constamment suggéré que comprendre la dynamique qui a conduit Poutine à lancer une guerre contre l'Ukraine équivaut à comprendre les crimes de guerre commis par Poutine. Quiconque, comme Christophe Callewaert et Ludo de Brabanter, qui ont parfaitement fait dans le livre War Fever, étudie les causes de la guerre au-delà de leur cadre simpliste dans lequel l'Occident présente le côté de la lumière contre le côté des forces de ténèbres, est rejeté comme un défenseur de Poutine, traître ou ennemi. Dans ce livre, Callewaert et de Brabanter posent des questions rarement abordées dans les médias. Des questions telles que pourquoi l'Ukraine reçoit-elle notre soutien et pourquoi Poutine est l'ennemi de l'Occident. C'est moins évident qu'il n'y paraît. Bien entendu, Poutine est un criminel de guerre, mais cela a également été le cas lorsqu'il a lancé la deuxième guerre contre la Tchétchénie en 1999, qui a tué des dizaines de milliers de civils. À l'époque, Tony Blair, alors Premier ministre britannique, pensait qu'il était important de soutenir la Russie dans sa lutte contre le terrorisme. En tant que Premier ministre, mon travail consiste à aimer Poutine, avait-il donc déclaré. Pour comprendre la véritable dynamique derrière la guerre, il faut regarder au-delà de la rhétorique des valeurs prétendument humanitaires, défenseurs contre les massacres et les assujettissements de l'ennemi, comme lutte pour la liberté. Derrière chaque guerre se cache une lutte pour l'argent, le pouvoir et des intérêts géopolitiques. Du point de vue de ceux qui ont le pouvoir, la guerre semble inévitable. Vous le remarquez également dans la rhétorique de nos dirigeants. Il s'agit de manger ou d'être mangé, et les crimes de l'ennemi légitiment toujours leurs propres crimes. Cependant, Callewaert et de Brabanter ne décrivent pas simplement la guerre comme un jeu de stratégie entre Poutine, Joe Biden et Zelensky, ils décrivent aussi les personnes dont la vie est mise en jeu. Ils parlent de Sveta de Kiev, qui a dû enterrer son propre fils, à propos d'Aziz, l'étudiant nigérien qui a fui mais a été victime de discrimination à la frontière avec la Pologne. À propos de Mikhail, le journaliste russe qui a fini en prison pour avoir osé écrire sur la résistance à la guerre. Des agriculteurs africains qui payent des engrais 5 fois plus cher qu'avant la guerre et des gens ici qui ne peuvent pas plus payer leurs factures d'énergie. Ce que Callewaert et l'autre ce que Callewaert et de Brabanter montrent clairement, c'est que ce qui semble inévitable du point de vue de la logique du pouvoir est insurmontable d'un point de vue humain. Pour avoir du sens, écrire sur la guerre doit toujours être écrit sur la paix. Nous semblons donc tous oublier les leçons les plus importantes de la guerre mondiale, à savoir que nous ne devons plus jamais laisser une telle situation se reproduire. Il est, comme l'écrivain Thomas de Creus dit plus tôt, utopique de penser que l'on peut éviter la guerre par la guerre. Assurer la sécurité grâce à encore plus d'armement est, comme le dit à juste titre Lecter, donc un journal flamand, la même logique que celle de la NRA qui veut rendre les écoles américaines plus sûres en armant les étudiants. Il oppose le réalisme de l'industrie de l'armement au réalisme du bon sens.
Ne vous laissez pas tromper. Pour être en sécurité, le monde doit désarmer, pas armer. Gagner la guerre est le but abstrait pour lesquels sont utilisés comme moyens. Mais en réalité, à part l'industrie militaire et quelques autres profiteurs de la guerre, il n'y a que des perdants. Sur VTM, on a pu regarder Force Spéciale, qui ose gagner. Sur la VRT, on a vu Camp Bass. Selon Theo Franken, cette émission était la meilleure publicité de tous les temps pour nos forces armées. Bien sûr, la vraie guerre ne produit pas de belles images comme le fait la télé-réalité militaire. La guerre n'est pas un conte de fées, ni une bataille épique entre le bien contre le mal. Pour ceux qui la vivent, la guerre est rien d'autre que la mort, la destruction et la misère sourde. Emmanuel Macron a beau appeler le pays européen à ne pas être des lâches, ce n'est bien sûr pas lui qui doit se montrer prêt à mourir. Plus nos dirigeants veulent faire la guerre à Poutine, plus ils commencent à lui ressembler. Si l'on suppose que l'on peut répondre au pouvoir avec plus de puissance et de la violence et à la violence avec plus de violence, alors non seulement toute marge de négociation et de solutions diplomatiques entre les pays disparaît, mais aussi de plus en plus l'espace de débat démocratique au sein de ces pays. La militarisation de la société va de pair avec une militarisation des esprits. Parallèlement au passage des investissements dans les soins de santé parallèlement au passage des investissements dans les soins de santé à ceux dans les meurtres, nous observons un changement dans le discours poétique de la prise en charge vers la résilience. Ce changement n'est pas innocent. C'est la préparation au démantèlement de l'État-providence en faveur d'une forme de gouvernement plus autoritaire, avec un peuple uni, qui suit aveuglément ses dirigeants dans la guerre contre l'ennemi. La guerre pour la démocratie est donc un mythe. Toute guerre est essentiellement une attaque contre la démocratie. Quiconque regarde du point de vue des victimes ne peut accepter la guerre comme quelque chose qui ne peut pas être changé. Quiconque adopte ce point de vue doit considérer la guerre comme quelque chose qui doit changer, car on ne peut pas l'accepter. Ce qu'il faut rechercher, affirmait également Thomas de Creuse plus tôt, c'est la paix. Une rupture avec la logique de la guerre elle-même et avec l'ordre qui la reproduit. Réaliser cette rupture est la seule option réaliste. Il ne sera pas facile de parvenir à cette rupture, mais il est naïf de croire qu'un monde plus sûr est possible sans cette rupture. La volonté de mourir n'est donc pas, comme le titre de Morgan, la réponse à la question de savoir si l'Europe est prête à la guerre. La question est de savoir si nous sommes prêts à mourir, et la volonté de paix est la réponse. Voilà, donc petite introduction avec cet article-là, mais on va aller plus en profondeur avec le deuxième article qui est écrit par un sociologue. Le premier article, c'est une personne très intéressante qui écrit souvent dans De Wereld Morgen, qui est Seppe de Mulder, mais qui va jamais très profondément, mais du coup ici, un deuxième article pour aller plus dans ce sens-là. Fièvre de la guerre. L'augmentation des dépenses militaires entraînera une dévastation sociale. Trump veut que nous consacrions 5% du PIB aux dépenses de guerre et fera chanter les pays qui ne veulent pas le faire. Si nous ne nous attaquons pas aux grandes puissances, cela provoquera un véritable effondrement social. Il y a du travail à faire pour le mouvement pacifiste, les syndicats et d'autres organisations de la société civile. Non, les temps paisibles ne viendront pas. Le nouveau président Trump a rempli son cabinet de faucons de guerre et exhorte désormais l'Europe à intensifier considérablement l'effort de guerre. Trump a déclaré aux responsables européens que les membres de l'OTAN devraient consacrer au moins 5% de leur PIB à la défense. C'est plus du double de l'objectif actuel des 2%. Bien plus que seuls 23 des 32 membres de l'OTAN satisfaisent actuellement la norme de 2%. Trump voudrait être disposé à faire un compromis sur un taux de 3,5% dans le cadre de négociations, ce qui reste gigantesque. Trump lie la demande d'augmentation des dépenses de défense aux avantages économiques pour ses alliés. Les pays qui n'y conforment pas pourraient être confrontés à des conditions commerciales plus strictes, telles que des droits de douane plus élevés pouvant atteindre 20%. Un taux inférieur pourrait éventuellement être envisagé si les pays acceptaient des augmentations proposées. Au cours de sa campagne électorale, Trump avait accusé les alliés de l'OTAN de parasiter les efforts de la défense américaine. Il a déclaré que la guerre en Ukraine relève avant tout de la responsabilité européenne et que les États-Unis devraient se concentrer davantage sur la menace croissante que représentait la Chine dans le Pacifique. Mark Rutte, donc le nouveau patron de l'OTAN, est sur la même longueur d'onde. Dans un discours du 12 décembre, il attise le désir de guerre. Il est temps de passer à une mentalité de guerre, a-t-il dit, et de donner un coup de fouet à notre production et à nos dépenses de défense. Il souhaite que les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses jusqu'à 3% du PIB.
L'augmentation des dépenses de guerre exigera des sacrifices financiers majeurs de la part des pays de l'OTAN. Et nous ne parlons pas ici de petites sommes. Une augmentation à 3,5% représenterait une dépense annuelle supplémentaire de 275 milliards d'euros pour les pays européens de l'OTAN. Une augmentation allant jusqu'à 5% représenterait déjà une dépense supplémentaire annuelle de 550 milliards d'euros. Pour notre pays, la Belgique, la norme de 3,5% équivaudrait à une dépense supplémentaire annuelle de 13,4 milliards et la norme de 5% à 22,5 milliards. Cela augura bien pour les négociations budgétaires. Nous avons déjà un déficit budgétaire de 26 milliards d'euros. Si Trump obtient ce qu'il veut, ou si nos politiciens rampent dans le sable pour lui et se roulent. Si Trump obtient ce qu'il veut ou si nos politiciens rampent dans le sable pour lui et se rejoignent à la fièvre de la guerre, le déficit déjà considérable augmentera de la moitié, voire presque du double. L'argent doit venir de quelque part. Si les principaux atouts ne sont pas exploités, ce qui est pratiquement inexistant dans le cadre de négociations en cours, cela se fera inévitablement au détriment des dépenses sociales. Donc plus de chars, mais moins de retraites. Plus de chars, d'accord, l'armée, pourquoi il parle de chars? Donc plus de chars, mais moins de retraites. Plus d'avions de combat, mais payés plus pour l'éducation, la santé et d'autres services. Même en supposant la proposition du compromis de Trump à 3,5% du PIB, nous devrons débourser 13,4 milliards supplémentaires pour l'industrie de guerre. Par exemple, si cette somme devrait être récupérée sur les retraites, celle-ci devrait diminuer d'1/5. Dans sa proposition maximale, 5%, cela équivaudrait même à un tiers des pensions. C'est gigantesque, toute notre sécurité sociale, quoi, c'est ouf. Deux grandes questions se posent. La première et la plus importante question, allons-nous tous nous rejoindre à la l'hystérie de guerre? Allons-nous courir auprès des complexes militaro-industriels et sommes-nous vraiment prêts à se mourir comme le dit De Morgan? Que la Russie soit une menace est un mythe. C'est une excuse parfaite pour attiser la fièvre de la guerre. Il suffit de comparer les budgets de l'OTAN à ceux de la Russie. Comme on avait juste tout à l'heure, 1260 milliards pour l'OTAN et 84 milliards pour la Russie. Dans une confrontation conventionnelle, l'armée russe n'est pas à la hauteur de l'OTAN. S'il devait y avoir une confrontation, il y a de fortes chances qu'elle se transforme en conflit nucléaire, juste par le fait que la Russie ne peut pas tenir sur une guerre conventionnelle. C'est la seule chose dans laquelle la Russie est à égalité avec l'OTAN. Dans une telle confrontation nucléaire, il n'y a pas de vainqueur, mais seulement de nombreux perdants. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Il y a pour beaucoup encore du travail à faire pour le mouvement pacifiste. Deuxièmement, si l'on cède à la fièvre de la guerre, d'où viendra l'argent? Les hommes politiques vont-ils à nouveau transmettre cette situation aux gens ordinaires ou auront-ils le courage de se tourner vers les grands financiers? Chaque année, les riches belges transfèrent plus de 200 milliards d'euros vers des paradis fiscaux. L'argent ne manque donc pas. Maintenant, le courage. C'est aux syndicats et aux autres organisations de la société civile d'aider un peu les politiques, de forcer un peu les politiques. Voilà. Et du coup, dernier article, c'est un article donc de Mo Magazine, qui est un magazine qui traite souvent de sujets internationaux et qui se dit altermondialiste. Je suis pas sûr s'ils se disent encore parce que ce terme est un peu passé, mais donc il se dit qu'il faut la paix dans le monde entier pour pouvoir faire la paix ici. C'est totalement correct. Mais du coup, ils traitent pas souvent de sujets belges, mais là ici, ils traitent du sujet parce que ça parle de l'Europe et du refinancement de guerre de l'Europe. Donc ils ont quand même fait un article et ils ont interviewé Reginald Morales et qui Ah oui, ambassadeur pour la paix, médecin humanitaire, c'est vrai, je me disais bien que je le connaissais de quelque part. Mais du coup, à la rhétorique de guerre du patron de l'OTAN, Mark Rutte, je réponds sans moi. Il ne faut pas suivre la rhétorique de guerrière du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, déclare Reginald Morales, ambassadeur pour la paix, médecin humanitaire et ancien ministre. Il y a quelques jours, Pax Christi m'a décerné, ainsi qu'au capucin flamand, le titre d'ambassadeur pour la paix, exactement le jour où le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a adressé son alarme de guerre aux millions de citoyens et États membres de l'OTAN. Alors que la sécurité sociale et la solidarité internationale sont sous pression, Rutte appelle à davantage d'investissements dans l'industrie de guerre européenne. Tout pays qui, comme la Belgique, n'investit pas 2% de son PIB dans
défense sera réprimandée. Si nécessaire, une sanction de la part des Américains est menacée. Les citoyens qui ne se conforment pas à la propagande de guerre sont aujourd'hui qualifiés du cortège d'imbéciles. Le fait que, dans ce monde complexe, les blessés et les morts remplissent chaque jour nos écrans de télévision, que les superpuissants soient dirigés par les égos mégalomanes dont l'expansionniste Poutine laisse périr ces jeunes générations dans les tranchées en Ukraine, est tout sauf encourageant pour les générations à venir. Mais l'histoire montre que chaque dictateur finit par disparaître et ou est condamné à la Cour internationale de justice. Et cette guerre doit toujours cesser. Me suis-je à ce point trompé en émettant les réserves sur l'évolution de la production d'armes depuis les récentes guerres en Ukraine et au Moyen-Orient? Selon l'Institut suédois de recherche pour la paix, sa valeur s'élevait à 2 443 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2022. Avec ce montant, vous pouvez donc assurer un revenu mensuel à au moins 1 milliard de personnes, les plus défavorisées du monde, ou un capital de départ de plus de 1 500 € par personne. En tant que chirurgien de guerre, je suis un militant pour la paix. Au fond, j'ai une aversion pour tout type d'armes. Je place le dialogue et la diplomatie bien au-dessus de la défense. Rechercher la paix n'est pas un travail passif, mais un engagement actif en faveur de la non-violence active de Mahatma Gandhi. Ce qui est un mythe, hein. La non-violence de Mahatma Gandhi, c'est totalement un mythe, hein. Ça, c'est un mythe qu'on a entretenu pendant des années, qu'il y a des révolutions non-violentes et tout ça. C'est pas du tout vrai. Je vous conseille, si ça vous intéresse, le livre La violence défend l'État, écrit par Peter Gelderloos, qui est une thèse en fait sur les grandes luttes du 20e siècle, et qu'en fait, dans les images qu'on se crée, par exemple de Gandhi ou de Martin Luther King par exemple, que c'était des révolutions pacifistes et que ils prenaient la paix, qu'il n'y avait pas de violence et tout ça, et que la non-violence peut être une solution. Et je peux être d'accord que la non-violence peut être une solution, elle doit être recherchée à tout prix tant que c'est possible, mais pour moi la non-violence dogmatique est une erreur parce que le passé nous le prouve, et des gens comme Mahatma Gandhi n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait sans des semaines, voire des mois de violence ou de grève violence ou d'émeutes violentes et des trucs comme ça. En Inde en particulier, ça c'est ce que décrit le livre de Gelderloos, il y a vraiment des grèves massives ultra violentes, des lynchages aussi parfois de colons et des trucs comme ça pendant des mois avant que Mahatma Gandhi puisse faire sa marche de sel. Et il y avait vraiment une peur qui était installée chez les colons que s'ils tiraient sur Mahatma Gandhi, que ça allait être encore pire la révolution et tout ça. Mais donc Mahatma Gandhi aurait pas pu d'un coup se lever un matin et se dire je vais aller prendre un peu de sel et pas me faire tirer dessus, tu vois. Donc ça c'est vraiment une illusion. Voilà, ça m'étonne pas de Mo Magazine et ce type-là qui est un pacifiste, un ancien ministre socialiste et des trucs comme ça. Voilà, c'est la rhétorique qu'ils avancent, mais dans le fond, ils ont très clairement raison que rechercher la paix n'est pas un travail passif, mais un engagement actif il faut lutter constamment contre les rhétoriques de guerre, contre la peur que les gens peuvent ressentir, qui est légitime, hein, avec des médias qui sont angoissants constamment. La peur des gens est légitime, mais donc il faut adresser sa peur, aller en négociation, en conflit parfois, mais de manière verbale et de manière active, et pas laisser passer ça dans les médias tranquillement, quoi. La paix commence d'abord en nous-mêmes, s'exprime dans un contexte familial et social et peut être appliquée dans la prévention et le traitement des grands conflits internationaux. Il existe des ateliers pratiques à ce sujet qui devraient être dispensés dans les écoles et les ateliers dès la petite enfance. Malheureusement, les politiques en sont peu conscients. Le dialogue de paix est une stratégie politique et une quête spirituelle. Il est vrai que nous devons défendre nos valeurs, nous qui aimons propager des valeurs sans les respecter nous-mêmes. Mais de quelles valeurs parle-t-on ? Pour moi, il y en a deux, la responsabilité et la justice, soutenues par le respect mutuel. Les dirigeants politiques et les faiseurs d'opinion sont responsables de leurs citoyens, qui peuvent leur épargner beaucoup de sang et de larmes en s'asseyant avec leur ennemi. En écoutant les arguments de chacun et en adoucissant nos propres positions afin de parvenir à un dialogue fondé. Ceux qui arment et lancent des bombes doivent comprendre que la guerre n'est jamais juste, quoi qu'en dise le père de l'Église Augustine au IVe siècle après Jésus-Christ. La légitime défense aboutit toujours au même scénario sanguinaire provoqué par l'agresseur. Négocier la paix est un devoir et un droit. Le devoir de ne pas tuer ou de blesser des gens simples. Le droit de choisir la non-violence plutôt que la violence, de faire du droit de la guerre un devoir de paix.
Manifestons une fois de plus en masse pour la paix et marchons vers les quartiers généraux de l'OTAN. Nous pourrions lancer un appel de dialogue via les réseaux sociaux auprès des... Bon, voilà, c'est des propositions très réformistes. Après, ça peut aider. Hein. Pour moi, la non-violence, c'est une stratégie comme une autre. Et pour moi, le problème, c'est la non-violence dogmatique. Mais la non-violence est une stratégie, bien sûr, qu'il faut continuer à faire parce que ça a porté ses fruits. Ça peut porter un discours plus large et des trucs comme ça. Mais il faut pas être dans l'illusion que la non-violence... Et quand je parle de non-violence, c'est vraiment, ça peut être tout. Hein. Moi, j'ai vu des personnes qui se disent non-violents, dogmatiques, qu'il fallait pas parler mal de la police, qu'il fallait pas parler mal de la justice ou qu'il fallait pas trop insulter les gens et des trucs comme ça. Pour moi, ça, c'est hyper problématique parce que ça, déjà, ça dépolitise pour moi certains sujets parce que déjà, oui, il faut parler de la police. Il y a un problème structurel et quand il y a des problèmes structurels, oui, certaines phrases générales ou blessantes, hein, comme ACAB ou des trucs comme ça peut aider à diffuser le message qu'il y a un problème structurel dans la police, il y a un problème de racisme dans la police et des choses comme ça. Et donc prenez la non-violence et que le dialogue. Oui, si ça marche, je suis toujours pour qu'on prenne le pas non-violent parce que c'est ce qui fera le moins de dégâts. Ça, je suis totalement d'accord. Si on peut le faire, moi, je suis trop chaud, tu vois. Mais il faut pas oublier que dans le passé, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King ou toutes les autres luttes, ils auraient pas pu faire ça sans de l'émeute, sans des grèves, sans des violences, parce que face à la peur de perdre leurs privilèges ou la peur de perdre leur pouvoir, les dirigeants ou les grandes entreprises ou quel que soit, ou les colons, hein, avant ou maintenant encore, vont toujours choisir la violence et vont plutôt se droitiser de plus en plus et du coup alimenter une peur d'un certain ennemi lointain, même si je minimise pas ce que fait Poutine et tout ça, je minimise pas la guerre en Ukraine et tout ça, c'est vraiment problématique, mais est-ce qu'on a besoin d'alimenter ce discours de guerre tandis qu'on voit dans les chiffres qu'en soi, techniquement, Poutine peut rien nous faire dans une guerre conventionnelle et que juste alimenter ce discours de guerre ou plus nous armer nous-mêmes, en fait, si on arrive vraiment à un conflit avec Poutine, ça sera l'arme nucléaire. Et là, en fait, on a beau avoir le plus d'ovnis de raquettes ou quoi que ce soit, en fait, au final, ça sera une guerre nucléaire, quoi. Donc vraiment, c'est important de se rappeler ça et qu'en fait, la rhétorique de la guerre, il faut la combattre. Il faut pas laisser les médias dire ces dingueries comme on voit ici avec De Morgan. C'est vraiment inquiétant. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment chaque semaine où il y a un article en plus qui va parler de cette rhétorique de guerre. Et même aussi les politiciens. On a vu Theo Franken de la NVA qui est venu parler sur les plateaux télé que la Belgique n'est pas prête pour la guerre et des trucs comme ça. Il y a même Bart De Wever qui est venu dire dans les médias qu'il veut installer des lance-roquettes dans le port d'Anvers pour si jamais il y a des avions russes qui débarqueraient et tout ça. Mais vraiment, c'est hallucinant ce qui se passe en Flandre. En Flandre, vraiment, tous les médias parlent de guerre chaque semaine. Et c'est vraiment flippant. Mais bref, passons à la suite. Je vais reparler souvent de cette fièvre de la guerre parce que comme j'ai vu que c'est vraiment omniprésent dans les médias flamands, j'aimerais bien regarder aussi les émissions un peu. Il y a beaucoup d'émissions de talk show, discussions politiques avec des politiciens et des sociologues et tout ça dans les médias flamands. Et j'aimerais bien m'abonner à certains pour analyser un peu qu'est-ce qu'ils disent les sociologues, quels sociologues sont invités, quels politicologues sont invités et tout ça. Et je sais notamment qu'il y a un politicologue flamand qui est très connu, qui est invité un peu partout sur les plateaux, qui a cette rhétorique de guerre et qui diffuse souvent cette rhétorique de l'Europe est pas assez armée et tout ça. Et voilà, donc j'aimerais bien analyser tout ça pour vous montrer que en fait c'est aussi un choix de choisir tel ou tel politicologue que t'invites sur tes plateaux et qu'ils ont tous une vision en fait politique, même si c'est pas des membres d'un parti, c'est quand même des personnes qui sont de droite voire d'extrême droite parce qu'ils sont en train de divulguer tout un discours de haine et vraiment d'inciter à ce qu'il y ait des morts, quoi. C'est scandaleux et inquiétant. Mais donc on en reviendra et peut-être que je ferai aussi une vidéo capsule YouTube spécifiquement sur le sujet, mais ça on verra plus tard. Prochain article, donc je voudrais parler de antiracisme. Kif Kif, donc c'est une organisation flamande qui lutte contre le racisme et qui fait souvent des articles assez intéressants. Et ici, du coup, ils ont fait toute une discussion avec des gens militantes qui sont militants antiracistes depuis des années, depuis les années 50 ou même avant. Et du coup, ils vont parler des pionniers de l'antiracisme, qu'il faut pas oublier que souvent, ces gens-là militent depuis des années contre le racisme et ont déjà posé plein de questions qu'on se pose aujourd'hui, ont peut-être des expériences à partager, des connaissances
connaissances à partager et tout ça, et que c'est hyper important de connaître son histoire antiraciste, de connaître l'histoire complexe, parce que moi, dans ma précédente vidéo sur le cordon sanitaire, je vous ai parlé de l'organisation Hand in Hand Tegen Racisme, qui est l'organisation qui a mis 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Mais en fait, Hand in Hand Tegen Racisme n'aurait jamais pu faire ça sans le travail acharné de militantes antiracistes sur le terrain, de militants d'organisations autogérées ou de militants décoloniaux depuis le début et tout ça. Donc ça, c'est important de faire un petit rappel. On a entendu partout autour de nous ces dernières années qu'il y avait une nouvelle vague d'antiracisme, déclare la chercheuse Ilke Adam du Centre de recherche interdisciplinaire bruxellois sur les migrations et les minorités. L'anthropologue Philomena Esset a parlé d'une deuxième vague et Michel Essayas des Black Archives des Pays-Bas a parlé d'une troisième vague. En France, on parlait d'antiracisme 2.0. Cela a soulevé la question suivante. S'il s'agit d'une nouvelle vague, qu'était l'ancien antiracisme ? Quand avons-nous commencé à y réfléchir ? Quand nous avons commencé à y réfléchir, il s'est avéré que l'histoire n'était pas encore écrite en Belgique. En collaboration avec la politicologue Fatima Zibou et anthropologue social Bambi Keupens, Adam a lancé le projet de recherche pionnier de l'antiracisme en Belgique en 2022. L'objectif, c'est de mieux informer les jeunes militants antiracistes sur les personnes qui les ont précédés et montrer au grand public que les personnes racisées et les organisations autogérées sont à l'avant-garde de la lutte antiraciste depuis le début. De nombreux jeunes qui luttent contre le racisme aujourd'hui ont des modèles afro-américains, mais il est important et également bon de connaître l'histoire locale, explique Adam. Le flamand moyen pense souvent à l'histoire de la lutte contre le racisme, entre autres aux manifestations et campagnes de main dans la main, hand in hand contre le racisme, main dans la main contre le racisme et à lutte contre l'extrême droite. On sait moins que le mouvement est plus connu on sait moins que ce mouvement plus connu a été précédé d'une longue lutte, difficile et surtout silencieuse, d'organisations autogérées en Belgique. Au cours de leur recherche sur cette bataille, Adam, Keupens et Zibou sont parvenus à 3 conclusions importantes. Premièrement, les personnes de couleur ont pris dès le début la tête de la lutte contre le racisme en Belgique. Ce leadership n'est donc pas nouveau, mais il est devenu invisible dans l'historiographie. Deuxièmement, l'activisme antiraciste des premiers temps s'est concentré sur le racisme structurel et institutionnel. Par exemple, la lutte contre le racisme dans l'éducation, la discrimination sur le marché du travail et les brutalisations policières battaient déjà son plein dans la période 1950 à 2000. Troisièmement, la perspective décoloniale était déjà présente dans les mouvements antiracistes belges à l'époque. Pourquoi le rôle des personnes de couleur et des organisations autogérées dans l'histoire belge de la lutte contre le racisme est-elle resté sous-exposé ? Selon Stijn Carpentier, chercheur du KDOC KU Leuven, cela est dû en partie au fait que les problèmes exposés n'ont guère été pris en compte par les organisations de la société civile influentes et établies en Flandre et à Bruxelles. Il mène des recherches sur les liens entre cette société civile et les communautés marocaines et turques arrivées en Belgique via l'immigration du travail entre 60 et 90. Bien qu'il y ait une certaine solidarité avec les travailleurs invités exploités et opprimés de la part des syndicats, des églises catholiques, mais aussi des organisations culturelles et politiques, et bien qu'ils reconnaissent également qu'il existe des sentiments négatifs dans la société belge à l'égard des personnes issues de l'immigration, ils considèrent que cela n'était pas dû au racisme. Au lieu de cela, ils ont considéré l'exclusion sociale uniquement d'un point de vue socio-économique. La population belge aurait eu un problème avec les immigrés parce qu'ils ont pris leur emploi contre les moins bonnes conditions de travail. Dans les actions de solidarité par la société civile, par exemple lors de grèves de mineurs au début des années 70, l'accent était mis sur l'idée que l'immigration du travail était un système d'esclavage. Les organisations belges ont montré leur solidarité en remettant en question ce système socio-économique, explique Carpentier. Le discours dominant était donc que les travailleurs immigrés marocains et turcs étaient piégés économiquement et socialement. Mais qu'est-ce qui manquait toujours à ce discours ? L'idée selon laquelle que la discrimination pourrait également se reproduire sur base de la race ou l'origine. Cependant, les organisations de la société civile savaient ce qu'était le racisme, selon les recherches de Carpentier. Il a analysé environ 500 éditions de Kerk en Leven. Kerk en Leven qui était une sorte de groupe proche des travailleurs, mais aussi proche de l'Église. Et ça, c'est l'influence de l'Église très forte en Flandre. Et donc, c'est pas
exactement focalisé sur l'Église. C'est quand même une grosse organisation et un grand pamphlet de lutte ouvrière quand même. Donc c'est pas parce que ça s'appelle Église et vie que c'est un truc forcément hyper catho et problématique. Il y a vraiment des choses intéressantes dans ce truc-là, mais bref. Cependant, les organisations de la société civile savaient ce qu'était le racisme. Il a analysé, Carpentier a analysé environ 500 éditions de Kerk and Leven sur la période de 64 à 74 et il a étudié comment les concepts tels que racisme et xénophobie étaient utilisés. Cela montre que le racisme était considéré comme un problème présent dans d'autres pays, aux États-Unis ou sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud ou dans d'autres régimes coloniaux, mais pas comme un problème présent en Belgique ici. Ici, le problème social était présenté comme la xénophobie, comme un sentiment négatif envers les étrangers qui, selon les opposants, perturbaient notre économie, étaient mal logés et rendaient les villes dangereuses. La prise de conscience que le racisme est un problème social en soi s'est développée très lentement en Belgique. En fin de compte, ce sont les organisations autogérées qui ont introduit cette vision dans les grandes organisations de la société civile. Par exemple, les anciens travailleurs invités qui étaient en train de s'unir à la fin des années 70 et au début des années 80 se sont soulevés au sein des syndicats. Ils ont résisté au racisme et ont demandé de la solidarité envers leur lutte. Ce processus d'émancipation a duré jusqu'aux années 80. C'était une histoire de poussée et d'attraction, de rejet et de petits succès, mais aussi d'échecs majeurs car l'ouverture des organisations de la société civile était plutôt limitée. Le Dimanche Noir, le 24 novembre 1999, donc le Dimanche Noir, c'est le moment où la Vlaams Belang, donc parti raciste d'extrême droite flamand, est passé de 2 sièges à 12 sièges au Parlement fédéral. C'est ce qu'on appelle le Dimanche Noir en Belgique. Le Dimanche Noir, donc le 24 novembre 1991, semble marquer un tournant. Par la suite, Hand in Hand, donc main dans la main contre le racisme, a été fondée. Les syndicats ont de plus en plus développé une approche antiraciste et l'Église s'est également jointe à l'histoire. Dans une large mesure, et cela n'a pas encore été trouvé sa place dans les livres d'histoire, c'est le mérite des organisations autogérées et de leur travail préparatoire au sein de la société civile flamande dans les années 80. Aïsse Ishi, enseignante à la retraite et impliquée depuis sa fondation en 1980 dans l'Association populaire culturelle démocratique, qui défend entre autres les droits des résidents turcs à Gand, a vécu la lutte pour la reconnaissance des organisations autogérées de première main. La lutte contre le racisme était le premier article de nos statuts. L'émancipation, mais aussi la participation des migrants à diverses instances structurelles était aussi importante pour nous. En tant qu'organisation autogérée, la DHKD a lutté à la fois contre le racisme et pour sa reconnaissance dans le gouvernement et la société civile. Par exemple, il existait une subvention à laquelle nous n'avions pas droit. Nous devions faire plus de preuves que les autres organisations flamandes pour y avoir droit. Suzanne Monkosa, cofondatrice de la section belge du Conseil des communautés africaines en Europe et active au sein de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise en Belgique, a également rencontré des barrières institutionnelles dans son travail antiraciste. Mais grâce à leur persévérance, Monkosa et ses collègues ont réussi à transformer la résistance à leur travail de lobbying en quelque chose de positif. Après le sommet européen de Tampere en 1999, au cours duquel les ministres de différents États membres ont conclu l'accord sur l'égalité d'accès au marché du travail pour les migrants, nous avons commencé à faire pression auprès des différentes régions en Belgique. Un ministre flamand a déclaré à un moment donné « J'en ai marre de toutes vos plaintes. Vous parlez toujours de vos organisations, mais où sont toutes ces organisations? Combien de personnes représentez-vous réellement ?» Mais le ministre a fourni un budget et a donné 6 mois pour mettre en place une structure globale et ainsi pour avoir un contact. J'ai ensuite constitué un groupe de pilotage composé de personnes originaires de différents pays d'origine comme le Congo, la Turquie, l'Italie et le Maroc. Cela a constitué l'un des éléments de base qui ont finalement conduit à la création du Forum des minorités, qui est une instance gouvernementale qui fait des rapports sur le racisme en Belgique. Par et pour nous, la génération actuelle de militants constate qu'il existe encore beaucoup de résistance à l'activisme antiraciste. Eric Siozuzo est actif dans le mois de l'histoire des personnes noires et cofondateur de Some of Us, un collectif bruxellois de conservateurs culturels noirs et d'organisations d'espaces communautaires. Plutôt que de revendiquer un espace au sein des institutions établies, ils choisissent de créer leur propre nouvel espace. Ce choix est lié à notre parcours, déclare-t-il.
Deux des trois fondatrices de Some of Us, Bettina Guigui et moi-même, nous sommes rencontrés en juin 2020 alors que nous faisions partie d'un groupe qui, plus ou moins par nécessité, a repris des manifestations en soutien à Black Lives Matter. Il n'y avait presque aucune organisation noire au sein du conseil d'administration et nous devions vraiment rendre les protestations plus populaires et par exemple veiller à ce que des sans-papiers et les travailleurs du sexe soient également représentés. Super. Il était également important que les revendications soient mieux adaptées aux besoins immédiats des Noirs. L'accent ne doit pas être mis sur les statuts. Nous avons besoin de papier, de sécurité et l'abolition des systèmes racistes. Et c'est ça que je trouve ouf à ces organisations et ces personnes qui étaient dans ces organisations autogérées, c'est qu'en fait, dès le début, l'intersectionnalité était quelque chose d'important pour eux. Et ils comprenaient l'importance de l'intersectionnalité, parce que ça paraît un peu un mot qui est récent. L'intersectionnalité, en tout cas, c'est ce que beaucoup d'organisations font paraître aujourd'hui, c'est que l'intersectionnalité est quelque chose de récent, mais en fait, ces gens-là luttent pour une lutte antiraciste intersectionnelle depuis le début et en fait on a totalement été invisibilisés et maintenant il y a quelques organisations un peu plus larges ou quelques blancs qui se disent ah waouh on a trouvé ce mot intersectionnel c'est trop bien. Non, en fait ici c'est super bien de rappeler, ces gens-là étaient déjà intersectionnels depuis le début dans leur lutte contre le racisme dans les années 50 quoi. Et ça c'est hyper chouette et bien de rappeler. Si Ozuzo a remarqué que bon nombre de collectifs impliqués dans les manifestations à l'époque souhaitaient atteindre un certain niveau d'institutionnalisation. Nous sommes bien sûr reconnaissants du chemin parcouru par les militants avant nous, mais nous ne voulons pas travailler de cette façon nous-mêmes. Nous cherchions des moyens d'organiser des événements plus petits et plus grands et des plus grands événements qui soient vraiment pour nous, où nous pouvons parler de nous et nous n'avons pas besoin d'autres pour discuter. Et ça qui est très intéressant, qui est la radicalité de ces mouvements, c'est que vraiment c'était, comme il disait le titre ici, par et pour nous, et ça c'est la base de l'autogestion et de la non-mixité. C'est vraiment que les personnes aient la possibilité, se prennent en main la possibilité de vraiment se discuter entre eux, en connaissance de cause, entre personnes qui ont les mêmes expériences ou des expériences similaires et tout ça, et c'est super important. Si Ozuzo dit que l'antiracisme de Some of Us se concentre désormais principalement sur la lutte contre les effets du racisme, plutôt que sur le système raciste lui-même. Nous organisons des soirées pour les personnes queer noires, des repas communs où nous discutons de notre propre vie, des rencontres sur les mutilations génétiques féminines au sein de nos communautés. Bref, des activités quotidiennes avec place au témoignage, et vraiment par et pour nous. Il s'agit d'une forme d'antiracisme qui se concentre sur nous-mêmes et non sur comment rendre le monde entier moins raciste. Et en fait, clairement raison, parce que c'est toute la théorie de, en fait, flemme parfois de devoir être les personnes qui viennent expliquer aux gens privilégiés qu'ils ont des privilèges et qu'ils sont racistes ou qu'ils sont homophobes et qu'ils sont transphobes et des trucs comme ça. En fait, je comprends totalement ce sentiment de vouloir être entre personnes qui sont pas racistes, qui ont la même expérience, qui ont le même vécu, des choses comme ça, et pas devoir chaque fois expliquer ou lutter pour que les blancs deviennent moins racistes et tout ça. Ça doit être une responsabilité de nous remettre en question. On doit tous et toutes se remettre en question. C'est pas parce qu'on dit vaguement qu'on est antiraciste qu'on l'est vraiment, qu'on n'a pas parfois des pensées racistes et des trucs comme ça. Non, on doit constamment se remettre en question et questionner notre racisme en nous, et aussi du coup aussi laisser tranquille les gens qui veulent se retrouver en non-mixité, quoi, clairement. Un travail politisant. Francesco Muroni est agent de développement de la jeunesse et représentant syndical de l'organisation à but non lucratif Hors de la Marche. En outre, il est actif en tant que militant au carrefour des luttes climatiques et sociales et étroitement impliqué dans la communauté italienne de Genk. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai commencé à Hâte de Marge a été de découvrir qui étaient mes alliés et ceux de mes jeunes et d'étudier comment je pouvais inscrire les problèmes que je voyais sur l'agenda politique. Et si cela ne fonctionnait pas, comment pouvons-nous sortir les décideurs politiques de leur zone de confort par des actions ou un travail politisant ? Cependant, Muroni note qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des alliés dans la lutte antiraciste. La montée de la normalisation de l'extrême droite en Belgique y joue un rôle, mais aussi l'influence du fascisme en Italie. Certaines personnes et d'organisations de la communauté italienne de Flandre se sont récemment mises davantage en retrait, notamment depuis la nomination de Giorgia Meloni au poste de Premier ministre italien. Donc je rappelle, Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, qui est un parti d'extrême droite, qui est maintenant la première ministre italienne, quoi.
Ces tentacules atteignent certaines associations en Belgique qui reçoivent des fonds directement d'Italie. Je l'ai découvert lorsque nous avons organisé une manifestation à Genk après sa victoire électorale. Certaines organisations n'ont même pas osé prendre position contre le fascisme de peur de perdre leurs ressources financières. En même temps, nous portons également avec nous un passé colonial en Italie. Il faut encore en prendre conscience, notamment parmi les générations plus âgées. Il y a donc beaucoup de travail à faire au sein de notre communauté. Tout cela demande beaucoup de temps et d'énergie, conclut Muroni. Comment pouvons-nous garantir que les connaissances et les expériences vécues des militants antiracistes restent vivantes et disponibles pour les générations futures ? En 2021, le mois de l'histoire des Noirs avait pour thème l'archivage, précise Eric Siuzuzo. Nous avons ensuite organisé un événement dans le cadre de Black Achievement Month et nous avons rapidement réalisé que même au sein des projets d'archivage noir, tous les groupes ne sont pas suffisamment visibles. Il s'agit toujours du premier noir dans les institutions blanches, du premier noir dans l'université, du premier homme noir à faire ceci ou cela. C'est en partie à cause de cela qu'il existe un déséquilibre au sein de ces projets en termes. Par exemple, la classe sociale, le genre et l'orientation sexuelle. C'est pourquoi Some of Us documente consciemment ses propres activités. Par exemple, lorsque nous organisons une soirée Black Queer, nous demandons à tout le monde si nous pouvons prendre des photos, parce que nous ne trouvons nulle part aucune photo historique de telle fête. Nous sommes, d'après notre expérience, la première génération à organiser quelque chose comme cela. Notre intention est que les jeunes queer noirs qui veulent faire quelque chose avec la vie nocturne à l'avenir ne pensent pas qu'ils étaient partis de zéro. C'est super intéressant ça de faire des archives activement et avec un consentement bien sûr, mais de faire des archives activement comme ça, c'est pas une mauvaise idée en fait. Ça pourrait être pris dans d'autres luttes aussi, peut-être de vraiment garder des archives de nos vécus, de nos soirées, de nos manières de faire solidarité, des choses comme ça, parce que par expérience, clairement, c'est pas ce qu'on retient, et davantage chez des personnes racisées, mais aussi dans la lutte queer, dans la lutte que ce soit des homos, ou la lutte de la dépénalisation et des trucs comme ça. Vraiment, il y a énormément de choses qu'on oublie trop rapidement et qu'on a l'impression de partir à zéro constamment, quoi. Suzanne Mancosa indique qu'elle partage plus souvent verbalement ses expériences avec la nouvelle génération. On fait ça par exemple lors d'un événement comme Grand-père raconte ou alors grand-père ou grand-mère parle. Nous rassemblons ensuite les enfants et leur expliquons ce qui est important ici et maintenant, mais aussi comment c'était dans le passé. Nous le faisons moins par écrit. La politicologue Latifa Abdou, animatrice de la soirée débat, reprend le sujet et affirme qu'il est donc important de s'interroger sur la forme d'archivage. Elle a elle-même mené des recherches sur la politique de l'archivage et redirigé une mémoire de maîtrise intitulée « Où sont les femmes noires ? Pas dans nos archives ». Pardon. La politique d'archivage et de recentrage des récits de femmes noires. Quand nous disons que l'archivage concerne par définition l'écrit, nous perpétuons une mentalité coloniale où le savoir s'écrit, explique Abdou. Nous venons de cultures très orales. La culture orale est très importante et je pense que nous pouvons aussi proposer notre propre forme d'archivage. Nous devons créer notre propre récit sur comment, quoi et qui nous archivons. Francesco Muroni souligne la responsabilité de l'éducation dans la transmission des connaissances sur l'histoire de l'antiracisme et du colonialisme. Malheureusement, j'ai généralement l'impression que notre système éducatif échoue à cet égard. Aïsse Ishi souligne également la tâche des lycées, des écoles, des universités. Je pense qu'il est important que les universitaires prennent conscience du rôle que les organisations et militants de migrants ont joué au sein des mouvements sociaux. Mais Ishi ajoute... Je suis également convaincu qu'il appartient aux institutions d'archives d'approcher les migrants et migrantes, sans les mentionner quelque part en marge, mais leur demander sincèrement ce qui s'est passé. Parfois, on lit quelque chose sur le rôle des migrants et tout cela est toujours très fragmenté. Ça me fait du mal, parce qu'en fait, il y avait tout un mouvement, une grande ouverture derrière ça, une grande œuvre derrière ça. Voilà, la table ronde sur l'antiracisme et l'importance de l'archivage dont reflète cette contribution a eu lieu le 14 mars 2024. Elle faisait partie du projet de recherche du BIRMM, pionnier de l'antiracisme en Belgique, et était co-organisée par Kif Kif, AMSAP ICG et KADOK KU Leuven.
Voilà, super article, je trouve, sur bah oui, l'importance de l'archivage et se poser des questions et se rappeler en fait que nos droits, nos acquis, ça vient d'une lutte. Et quand il y a des institutions ou des organisations très très larges qui prônent certaines choses aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une lutte acharnée par des personnes qui ont été invisibles, qui n'étaient pas financées, parce qu'on parle vraiment d'organisations autogérées, hein, donc on parle pas d'organisations ASBL financées et tout ça. Donc vraiment, c'est hyper important de se rappeler ça. Et j'aimerais bien, peut-être que je vais faire une vidéo YouTube spécifiquement sur cet article-ci. Je devrais voir et peut-être interviewer quelqu'un de concerné ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien, parce que du coup je suis pas concerné, c'est pour ça que je pense que ça serait bien de faire une vidéo là-dessus, mais peut-être que je pourrais interviewer une copine ou un copain concerné. Mais j'aimerais bien faire un peu pareil sur la lutte queer en fait en Belgique, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Aucune, comme il disait ici, ça a été très invisibilisé pareillement, et du coup moi qui suis concerné par la lutte queer, j'y connais pas grand chose en fait de la lutte queer en Belgique, en tout cas l'histoire belge de la dépénalisation de certains droits, de solidarité qu'il y avait, de peut-être violence qu'il y avait aussi avant et tout ça. Et même dans les années 90, il y avait la période du VIH, et c'est toujours pas fini, mais la dramatique violence de la part des médias français. En tout cas, c'est quelque chose qui est très connu. On connaît beaucoup. On est à connaître que les médias français ont dit telle ou telle chose sur les personnes qui étaient porteurs du VIH, et c'était dégueulasse. Mais je sais pas en Belgique comment c'était, quelle était la position des médias, des politiciens sur le VIH, sur d'autres luttes et tout ça. J'en ai aucune idée, et j'aimerais bien approfondir ça. Ouais, c'est ça, l'histoire de nos luttes belges, c'est vraiment... Et même pour des militantes, hein, moi je me considère comme militante depuis des années, je milite dans plein d'organisations depuis des années, et je connais toujours pas. Je connais de plus en plus, mais c'est vraiment, il y a des trous dans notre histoire, et on connaît parfois même mieux l'histoire des luttes françaises ou américaines ou anglaises que l'histoire des luttes belges, tandis que il y a des luttes en Belgique. On a un peu l'impression qu'on a un pays mou où il se passe pas grand chose, tandis que non, il y a eu tous nos acquis sociaux sont le fruit de la lutte, ça c'est par définition. Et quand j'avais découvert que cette grande manifestation contre l'antiracisme en 92, qu'il y avait 100 000 personnes dans nos rues en 92 contre le racisme, j'étais pas du tout au courant de ça. Et comme il répète ici dans cet article, que cette manifestation contre le racisme qui a eu lieu à ce moment-là en Belgique, ça vient d'une lutte acharnée depuis des années. Mais le fait que même ça, je ne savais pas. Ça montre à quel point il y a tellement de gens qui ont été invisibilisés, et c'est vraiment fou. Et oui, les luttes françaises, on les connaît tous. Mais comme l'actu française, hein, les ministres français et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a plus de Belges qui savent qui est le Premier ministre ou qui est le ministre de l'économie français que le ministre de l'économie belge. Tu vois, donc ça c'est vraiment chaud. Il y a un désintérêt dans notre politique, et je pense pas que c'est parce que les gens sont désintéressés, je pense que c'est juste que c'est très complexe, d'une part parce que la politique belge est très complexe, mais aussi parce qu'il y a un manque d'organisations, ASBL, médias, journalistes qui vont vraiment poser l'histoire, questionner l'histoire, lutter, rappeler certains trucs de l'histoire et tout ça. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui me manque énormément. Bref, donc voilà, moi je compte continuer mes vidéos tous les vendredis, et j'aimerais bien peut-être faire des vidéos sur l'histoire de la lutte antiraciste, et peut-être qu'une vidéo suffira pas, mais un peu vraiment aller diguer dans les archives et peut-être questionner ces organisations dont parle cet article, pour aller voir qu'est-ce que vous avez produit à l'époque, qu'est-ce qu'on doit dire, et faire une petite vidéo de vulgarisation de tout ça. Ça peut être cool. Et pareil peut-être sur les luttes queer, et il y a peut-être d'autres luttes, s'il y a d'autres luttes qui vous intéressent, pour voir s'il y a une histoire, par exemple la lutte sociale en fait aussi, hein, la lutte sociale belge est très peu connue. Les grandes grèves en Belgique, c'est pas connu du tout. On n'a pas d'imaginaire en fait en Belgique, on n'a pas de... Ils existent, mais on n'a pas d'exemple où du claquement de doigts, je peux te dire, ah oui, en 94, il s'est passé ça, il y avait 5 mois de grève et ça a abouti à ça. J'ai pas de notion d'exemple de lutte réussie ou des trucs comme ça, tandis que c'est crucial, en fait, pour la lutte, d'avoir des exemples en tête de réussite, en fait, pour se donner de l'espoir, pour se donner de la force, pour se donner de se motiver. Et quand tu sais que, je sais pas, je donne un exemple, en 94, il y a eu telle grève pendant 5 mois et que ça aboutit à tel droit et tel droit, c'est motivant, ça rappelle que la lutte paye, ça donne envie de lutter, ça donne envie de faire la grève, ça donne envie d'y aller, quoi. Vraiment, j'aimerais bien
reprendre, peut-être faire des vidéos de vulgarisation sur telle ou telle grande grève en Belgique, s'il y en avait, tel grand mouvement social, tel grand acquis social, quelles ont été les luttes qui ont atteint aux 8 heures de travail par jour, ou des trucs comme ça, qui a soutenu cette lutte, et je suis sûr qu'il y a énormément de choses à dire sur des organisations autogérées, et que c'est pas seulement des petits partis ou des petits syndicats qui se sont dit allez, on va aider les gens. Ouais, trop bien. Si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse de ouf aussi, et j'aimerais trop diguer un peu l'histoire belge. Et là, je suis en train de diguer surtout l'histoire flamande et l'histoire du nationalisme flamand. Je suis en train de préparer une série de vidéos sur le nationalisme flamand pour faire une petite histoire de comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et aussi faire une sorte d'explication qu'en fait le nationalisme flamand il vient d'une lutte légitime quelque part, d'une oppression qui était là, et que aussi il y a eu un nationalisme wallon qui a beaucoup fait qui a beaucoup forgé aussi le nationalisme flamand aujourd'hui. Et du coup ça je suis en train de faire, mais du coup vu que ça nous intéresse, je vais aussi faire des petites vidéos sur les grandes luttes, que ce soit sociales, sociétales, antiracistes et tout ça.